Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces enceintes Technics de bibliothèque, les SB201. Alors, pourquoi avoir choisi ces enceintes qui, en elles-mêmes, n'ont pas grand-chose, on va dire, d'extraordinaire? C'était dans l'entrée de gamme de Technics. Elles ont été produites entre 1973 et 1976. Néanmoins, j'essaierai, à partir de ces enceintes, d'élargir un petit peu le propos à la hi-fi en général de cette époque. Alors, que nous proposent donc ces enceintes-là? Une caisse de bonne facture, elle est recouverte avec du vinyle, imitation bois. Là, ici, un petit liseré en aluminium, ça rappelle un petit peu les enceintes BO, qui viendront un petit peu plus tard. Et ici, un boomer de 21 cm à suspension en mousse polyuréthane, qui d'ailleurs, et c'est très étonnant, a traversé le temps. Donc, comme la suspension était en très bon état, je me suis contenté de la retraiter. La membrane aussi, donc là vous voyez une membrane corrugée avec un dôme assez prononcé au milieu. Ici, un tweeter tout métal avec pièce de diffusion. Et ce tweeter est en titane de 20 micromètres, et c'est à peu près 20% plus léger que de l'aluminium, ce qui va donner donc un aigu très filé. Et le petit boomer ici, ayant une membrane relativement légère, va pouvoir recouper aux alentours des 4 kHz assez facilement le tweeter. Là, un atténuateur de -6 à +2 dB, avec un potentiomètre qui, ma foi, est de bonne facture, bien meilleur, je dirais, en qualité que celui qu'on va pouvoir trouver sur certaines enceintes américaines, par exemple. Un bouton en aluminium. À l'arrière, je ne vous les montre pas parce que les enceintes sont branchées. Nous avons un bornier à vis et non pas un simple bornier à guillotine avec bouton en métal. Bon, le serrage du câble n'est pas très pratique, mais tout de même, c'est moins cheap que les petits borniers plastiques ou les borniers poussoirs qu'on va pouvoir trouver sur beaucoup d'enceintes de cette catégorie. Au niveau du son, ça donne quoi? Vous le verrez tout à l'heure, ou plutôt vous l'entendrez tout à l'heure. Nous ferons une petite écoute. À part ça, qu'est-ce que ces enceintes ont d'intéressant? Bon, je vous passe sur le cache, qui lui aussi est très bien fait. Il n'est pas en aggloméré, mais il est en multipli, avec un assez beau tissu et logo assorti. Alors, quel intérêt la présentation de ces enceintes? Eh bien, voilà, nous sommes en 1973-1974, et dans son entrée de gamme, Technics va nous proposer, dans ce format, dans cette tranche de prix, un produit qui, à mon avis, est bien plus intéressant et performant que les produits qu'on va pouvoir trouver à cette époque-là, on va dire, et aux USA, par exemple, et même en France. Voilà. Et oui, par exemple, ici, nous avons un tweeter au titane qui file très haut, JBL. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste de la marque JBL, mais d'abord, JBL sortira un dôme textile, un dôme phénolique. Alors, je pense que c'est du tissu traité avec du phénol. Ensuite de quoi, il y aura un dôme en aluminium. Et après, aux alentours des séries, je pense 44, 44 quelque chose, ou un peu avant, on verra apparaître les dômes titane. Mais vous voyez ici que cette enceinte-là, 1973, c'est déjà un dôme titane. Alors je n'ai pas dit que Technics ou même les enceintes japonaises étaient les seules à utiliser du titane à cette époque-là, mais à mon avis, dans ce format, c'était assez peu courant. En France, dans un tel format, on était au mieux, je pense, sur un dôme textile ou sur un dôme papier. Bon, pour ce qui est du boomer, bon là, on va dire que certainement en France et ailleurs, on avait des productions qui étaient à peu près similaires. Mais ce que j'essaye de vous montrer par là, c'est que dans une certaine tranche de prix,
eh bien, ce produit japonais en proposait plus que ce qu'on pouvait peut-être trouver ici en France, au même prix. Et oui, parce que les Japonais avaient des standards de fabrication qui étaient très élevés. Ils proposaient un matériel fiable, que ce soit pour les enceintes ou pour les électroniques. J'ai observé qu'ils avaient déjà commencé à délocaliser, on voyait dans les années 75, j'ai souvenir d'appareils Pioneer qui étaient déjà estampillés Made in Taïwan. Puis alors après, il y a eu Made in Hong Kong, Made in Singapour. Voilà, ce qu'on a vu arriver plus tard, mais il y avait déjà délocalisation pour compresser les coûts. Et je me rappelle avoir regardé un magazine Le Haut-Parleur qui devait être, je crois, de 1966 ou 1967. On y trouvait, je dirais, sur la totalité du magazine, peut-être une dizaine ou une quinzaine de produits japonais. On prend 10 ans plus tard, et c'était à peu près 75% de tout ce qu'il y avait dans le magazine Le Haut-Parleur, je parle en termes de publicité, etc. et tout, qui correspondait à des produits japonais. Et ça a mis une sacrée claque à la hi-fi française, qui à l'époque était, on va dire, très développée, très créative, mais qui pâtissait déjà sans doute de coûts et de processus de fabrication qui n'étaient pas ceux qu'avaient déjà mis en place les Japonais. Les Japonais, d'ailleurs, lorsque vous voyez écrit Made in Japan sur un ampli ou sur une paire d'enceintes, c'est pour moi un gage de qualité. Parce que à terme, après les délocalisations, les Japonais ont gardé en fabrication au Japon le matériel qu'ils considéraient comme haut de gamme. Alors, les années 70, on a vu débarquer tout le matériel japonais. Je me rappelle que, à mon époque, quand je devais être en seconde, c'était en 1979, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui, 79. Moi, j'avais un ampli Sony, j'avais un ami qui avait un ampli Akai. On n'achetait pas tellement français. Hein. Moi, j'ai commencé avec des enceintes Kenwood. J'avais acheté une petite platine cassette Sharp et tous les gens qui étaient autour de moi pratiquement avaient du matériel japonais en hi-fi. Je me souviens d'une amie qui avait une chaîne compacte Toshiba, voilà. Et donc au début des années 80, le début des années 80 a été un petit peu le chant du cygne pour beaucoup de marques françaises. Je pense par exemple à une marque que je vous présenterai peut-être un peu plus en détail, Audiotech, qui, je dirais, n'a pas pu suivre, à mon avis, la cadence imposée par les Japonais. Alors, dans les années 70, on a vu des fabricants français, comme par exemple, Scientelec, qui sortaient des amplis en kit. Le Élysée 20, par exemple. Pour essayer de, on va dire, intéresser toute une frange de la clientèle qui peut-être n'avait pas beaucoup de moyens, qui souhaitait se lancer dans le do-it-yourself, donc pour pouvoir acquérir des appareils hi-fi à moindre frais. Néanmoins, ces petites enceintes Technics qui sont très bien finies, qui ont un son, à mon avis, tout à fait acceptable avec des aigus vraiment très filés et très cristallins, je pense que c'était peut-être un petit peu un ton au-dessus de ce qu'on pouvait trouver dans le même format en France. Moi, je vous le rappelle, si vous regardez un petit peu mes vidéos, j'avais commencé par de modestes enceintes Kenwood. Alors, vous me répondrez que Kenwood, c'était japonais. Oui, mais bon, les enceintes, les haut-parleurs qu'il y avait dedans, c'était des haut-parleurs américains. Voilà. Et je me rappelle, à la FNAC, on m'avait proposé en parallèle des enceintes Alferats, qui, dans ce format-là, embarquaient un boomer de 21 cm et un modeste tweeter au papier. J'ai même vu des enceintes françaises où les haut-parleurs n'étaient même pas vissés, mais étaient agrafés et collés avec du Blackson. Donc, question qualité, là, vous voyez, on a des très bonnes parties mâles de clips pour le cache, c'est très bien, c'est très bien fait. Voilà un très joli petit produit, et on comprend que tous ces produits-là aient fait du tort à nos productions nationales. Voilà, et bien sûr, ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois, et on va se quitter avec une écoute.